Il y a une question aussi qui revient régulièrement dans tes livres et tes interventions publiques. C'est la question de l'identité noire, principalement. On te sait très critique, par exemple, de la négritude. Donc, mouvement Aimé Césaire, Léopold Sédar Senghor et d'autres qui, dans les années 40, 50, 60, ont essayé, en fait, intellectuellement, de renverser une position, en fait, de l'homme noir qui était vu comme un sous-homme par les Européens et les cultures occidentales, essayer de renverser ça par les moyens même de l'oppresseur. Donc en se montrant plus intelligent, en écrivant mieux qu'eux et en affirmant une certaine fierté d'être noir. Et toi, en fait, tu es arrivé à un stade où tu as écrit certaines choses sur l'identité Noir. Je sais que cette réflexion-là t'a mené à réfléchir aussi aux identités noires. En tout cas, comment est-ce que ça se manifeste dans les Antilles, dans les Caraïbes, voire en Amérique du Sud, mais côté pacifique du continent. Où est-ce que tu en es dans ta réflexion? Très bien, c'est une très bonne question. Parce que identité noire, je sais pas si j'ai déjà défendu une identité noire. Okay. Parce que moi, je veux pas défendre mon identité. Pourquoi je veux défendre mon identité? Je te la jette à la gueule. Tu vois ce que je veux dire? On est les seuls à qui on pose une espèce d'injonction d'affirmer que ouais, vas-y, je suis noir. Moi, je n'affirme pas. Tu vois ça. Bon, je m'en fous. Tu es indien, je vois que tu es indien. Je ne demande pas de, tu vois, c'est bon. Ma pensée sur la négritude a beaucoup évolué. Tu sais, il y a toujours. Si tu vois un grand, je sais pas, si tu vois un grand prophète ou bien un grand penseur, il y a toujours quelqu'un qui est à côté là-bas, qui traîne à côté là. Un numéro 2 ou un numéro 3 qui traîne, c'est toujours lui le bon. Et en fait, souvent, on se laisse distraire par les figures de proue. Les figures de proue de la négritude, c'était qui? Senghor, Césaire. Mais en réalité, le gars qui a lancé le truc, c'est Damas. Damas, il n'était pas dans la pleurniche de l'identité noire. Hein. Lui, il tapait tout le monde. Et il tapait tout le monde et surtout, il avait compris qu'en fait, il fallait créer une espèce de conjonction entre tous les descendants d'Africains de par le monde. Donc le Harlem Renaissance, les mouvements parisiens, les Antilles, la Guyane, l'Afrique, tu vois. Et c'est ça qu'il représentait, tu vois. Damas, Guyane, Césaire, Antilles, Senghor, Afrique. Bon, tu vois. Moi, je pense que les gens nous ont mal appris la négritude en tant que mouvement littéraire et politique. Tu vois. Mais parce que vous le résumez à la recherche d'une identité noire. Alors que c'est une expression esthétique de noir. C'est comme ça que ça commence en fait. L'identité là. L'identité c'est pas bonjour, je m'appelle Armand. C'est comment tu te comportes, comment tu bouges, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu manges, qu'est-ce que tu écoutes, qu'est-ce que tu écris. C'est quoi ton théâtre? C'est quoi ta manière de parler? De sorte que quand on te voit là-bas, on dit ah, voilà Gozolo qui passe là-bas. C'est ça l'identité. Et si tu n'as pas à la prouver à quelqu'un. Et donc eux, je pense qu'on nous a mal enseigné la négritude en clamant une espèce de fierté noire. Regarde, tu es à l'école en 1980 ou en 1990. Et puis tu es à Abidjan. Et toi, là-bas, là, on te... Ouais, identité noire. Mais il n'y a que ça. Il n'y a pas, tu vois, tu vis parmi des noirs. Mais c'est pour ça que en fait, si on essaie de situer un peu dans le contexte, on voit que, pour moi, enfin, je ne dis pas que c'est plus simple, mais le recul que tu as du fait de ton histoire et d'avoir vécu parmi des gens qui te ressemblent, pour moi, tu ne portes pas forcément le même regard que quelqu'un qui a grandi parmi les Blancs.
et qui s'est toujours vu différent des autres. Donc, voilà. Tu vois? Donc, pour lequel il nécessite en fait, de devoir clamer qui il est. Je pense que ce qu'on aurait dû nous apprendre, c'est la grande frustration des frères qui en a jeté la balle. Ouais. Tu vois? Pas la singer. Nous l'apprendre. C'est ça qui fait qu'on n'est pas encore bien connecté. Mais ça va venir. Hein. Et Damas travaillait déjà dessus. Il a des poèmes redoutables, Damas. Redoutables. Lui regardait ses oncles comme ça. Et ses tantes. Et puis il avait envie de leur cracher dessus. En disant, putain, pourquoi vous n'êtes pas jetés dans la mer? Pourquoi je suis né ici? Est-ce que tu vois le truc? Tu vois? Bon, tu vois, il se posait la question de la résistance radicale. Le gars, c'était lui le champion. Tu vois? Moi, c'est en lisant, j'ai découvert Damas il n'y a pas longtemps. C'est là que j'ai compris, ouais, mais ouais, on nous a mal enseigné les trucs. Abidjan, c'est pas ça qu'on aurait dû dire. Les poèmes à la con de Senghor, il en a des beaux, hein. Mais ces poèmes à la con, sur la femme africaine, le ciel bleu, le soleil. À quel moment un poète africain parle de soleil? Tu vois? Il n'y a que si tu es traumatisé ici. Là. Voilà. Le beau temps, c'est quand il pleut en mars, là. Tout le monde est enjaillé. Tu vois? On danse sous la pluie. Tu vois? Et les gars, ils te font des trucs sur la couleur noire. Mais je n'ai jamais vu que des noirs. Je n'ai jamais vu que des noirs. C'est complètement dingue ce truc-là. Et regardez, il y avait ce film qui s'appelait Racine. Un film puissant sur l'esclavage. Parce que c'est de là que ça vient. Le traumatisme vient de l'esclavage. Si on a le temps, je vais vous parler un peu d'esclavage, mais un peu plus tard. Sinon, on va se distraire. Racine, Roots, Alex Haley. Nous, on l'a regardé. Les premières versions, enfin, le premier truc, quoi, dans les années 80. Je te jure. On découvrait l'esclavage avec ce film. Vous voyez la portée de la puissance esthétique? Nous, les Ivoiriens, en France, au Sénégal, machin, nous-mêmes, on découvrait l'esclavage. Le lendemain des épisodes, on avait envie de manger du blanc. Mais il n'y a pas de blanc à broquer. tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, ce n'était pas une question de blanc ou de pas blanc. Tu vois? On avait ressenti pour la première fois, on ressentait la grande peine, la grande violence qu'ont subi ceux qui sont partis là-bas. Et qui, entre autres, ont donné ces revendications d'identité noire là-bas. C'était important, mais ils ont tenu la baraque, ces gens. C'est des puissants. En fait, par exemple, si tu veux placer un contexte avec ce qui se passe aujourd'hui, les gens ont accès à l'information. Les gens savent plus ou moins, enfin, d'une façon proche ou pas, mais les gens ont quand même une conscience du fait que y a eu l'esclavage, les gens on coupait des mains, etc. Les gens ont conscience de tout ça. Mais qu'est-ce qui fait que, malgré tout ça, on arrive à un panafricanisme qui est un peu édulcoré ou qui ne compte pas vraiment les... Qui est phénoménologique. Okay. C'est dit vraiment, on aime, c'est vraiment spectaculaire. On est plein d'anguilles de bord là, dans la société du spectacle. Tu vois, les gens prennent les grandes lignes, enfin les gens, j'en sais rien. En tout cas, ce sont les grandes lignes qui sont jetées comme ça à la figure du monde. On comprend, les gars, on sent. Tu vois, monsieur tout le monde là, il sent que le truc, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu vois, et donc du coup, il s'accroche à ce qu'on lui donne de plus phénoménologique en fait. Tu vois, il n'a pas le temps de partir plus loin. Donc c'est nous qui faisons le travail. Moi, c'est à ça que je crois. Moi, je crois que si tes idées ne sont pas chevillées à ton corps, ce ne sont pas des idées, ce sont des sentiments. Ce sont des incantations, quoi. Tu vois, c'est obligatoire le panafricanisme. Les gens disaient ça déjà dans les années 30. D'accord. La tricontinentale. La tricontinentale. C'est la base. C'est la base. Les gars, ils ont affirmé ça en face du pouvoir occidental. Tu vois. Donc, tu vois, pour revenir sur les histoires d'identité, là, encore une fois, moi, je n'ai pas le défi d'affirmer mon identité. Tout mon devoir, là, c'est d'être. C'est tout. Je n'ai pas à justifier mon identité. Tu vois, ils nous ont vraiment mal enseigné le truc. Hein.
la négritude. En tout cas, Est-ce que c'est un problème d'enseignement ou bien c'est parce que je sais même pas. eux, au sein de la négritude, comme tu dis, il y a des figures, ils n'étaient pas forcément d'accord sur l'intention ou bien les objectifs à poursuivre. Donc j'ai l'impression que pour certains, Non. l'objectif Non, c'était de non. se faire accepter ou respecter en tout cas Oui, mais ça, dans le milieu dans lequel ils évoluaient. Mais ils ont raison. Ils avaient raison. Et tu vois, pour moi, c'est pas problématique. Mais nous, on aurait dû attacher ces pensées-là ensemble pour les soutenir eux et pour que eux ils nous soutiennent aussi. Tu vois. Et c'est ça qu'ils ont commencé à faire. C'était ça le truc. Mais l'incompréhension aujourd'hui qui subsiste entre Africains et Afro-descendants, par exemple, dans les Antilles, ou même aux États-Unis, les mouvements Black Lives Matter, etc., où récemment on a eu un autre avec deux rappeurs qui se clashaient, et il y a un mot qui est resté, enfin une phrase, "They not like us". Et le us, c'est un us de noir américain qui n'est pas noir africain. Il faut une différence aux États-Unis, par exemple, jusqu'aujourd'hui. Ouais, mais. Parce qu'ils estiment que l'histoire en fait qu'ils ont vécue, comme tu parlais d'esclavage, et l'héritage de cet esclavage-là, pour certains, il y a une sorte d'amertume vis-à-vis des parents noirs qu'ils auraient vendus, etc. Non, et pour mais- d'autres, il y a le fait qu'on a vécu une épreuve que vous n'avez pas vécue, qui nous constitue, nous, aujourd'hui, en tant que Ah, mais- Nord-Américains. Bah oui, mais bien Donc il n'y a sûr, plus le pont, là, comme tu dis. Mais non, il est là, le pont. Où est-ce que tu le vois aujourd'hui? Mais non. Tu vois, il est là, le pont. C'est ça qui fait la force de. En tout cas, moi, mon idée panafricaniste, là. C'est-à-dire que tout le monde oublie que nous sommes une véritable unité culturelle. Mais véritable, hein. Parce qu'on est issus de la même évolution sociale jusqu'à la pénétration française. Et on l'a gardé. Bordel, les amis. Vous vous rendez pas compte? Les 400 ans d'esclavage, là. Quand les gens sont partis là-bas. T'es déjà parti aux États-Unis? Va à New York. La première fois que je vais à New York, je te jure, je regarde les Renois là-bas. Je dis, mais putain, lui là, je l'amène à Abidjan. Je lui dis, ferme ta bouche. Et puis je dis que c'est mon cousin. Tout le monde va dire. Pas parce qu'il est noir. C'est à sa façon de bouger, à sa façon de parler, à sa façon de... Tu vois, c'est ça. Et ça. nous, on les voit, on les reconnaît. C'est ça l'identité. Oui. C'est ça. Et ils ont fait un truc fort. Allez, je vous la fais. Je vous la fais. Nous là, notre civilisation, là, c'est bâti sur des grandes symboliques immatérielles. Toutes les symboliques sont immatérielles. Hein. Mais non, tu vois, nous, on n'a pas transformé ça en cathédrale. On n'a pas transformé ça en fusil. On n'a pas quelque chose de matériel. Voilà. Nous, on a transformé ça dans l'abstraction, la figuration, le chant, la danse, le masque, tout ça. Voilà. Nous, on a fait ça. C'est ça notre civilisation. Et elle est différente du grand matérialisme occidental. Tu vois, et en plus, eux, ils sortent du Moyen-Âge, où il y a une espèce de hiérarchisation de la société. Il y a des gens d'essence divine qui sont les rois. Moyen-Âge, leur Moyen-Âge. C'est les temps obscurs. Hein. Et eux-mêmes, ils esclavagisent leurs camarades blancs, leurs frères blancs là-bas. Tu vois, donc c'est hyper stratifié. Et puis, c'est basé sur des trucs solides. Tu vois, l'église, la politique, le roi, la reine, les nobles, les chevaliers, les guerres. Voilà, c'est bien concret. Pas nous. Nous, pas nous. Nous, on est au jardin d'Éden, les amis. Et c'est pas grave. Parce que nous, on n'a pas si tu ne programmes pas ton hiver, là, si tu ne programmes pas ça, tu ne vas pas passer l'hiver. Tu dois gérer un calendrier. Oui. Alors que nous, là, ignames pousse tous les jours. Taro pousse tous les jours. Semin, c'est les ignames sauvages. Là. Quand tu es un peu faim, tu tournes dans le quartier net. Tu grattes. Tu trouves. Il pleut 2 mètres d'eau par an. Tu vois, donc nous, on a développé autre chose. On a développé une autre symbolique, en fait, totalement immatérielle, dans le rythme, le chant, la religiosité, la capacité de religion. Pas forcément les religions, hein, tu vois. Tout ça, on a développé ça. Donc, nous, quand les Blancs tombent sur nous, là, ils n'ont rien à prendre, en réalité. En tout cas, tu vois, ils ont pris la force de travail, si vous voulez, hein. Mais en réalité, culturellement, ils n'ont rien à prendre. Il n'y a rien qui accroche, puisque ce n'est pas visible.
Si on avait des cathédrales qu'ils avaient détruites, on dit non, ils ont détruit notre culture. Regardez comment ils ont pleuré ici quand Notre-Dame brûlait. D'accord? C'est Notre-Dame. Tu vois? Nous, on faisait des statuettes, on fait des statuettes qu'ils adulent aujourd'hui. Les gars, ils faisaient ça, c'était en bois. Mais aujourd'hui, on a des mouvements d'Africains qui cherchent à ramener ça. On va revenir dessus. Il ne faut pas qu'on mélange le truc. Il faut rester bien sûr le truc. D'accord. Vous allez voir où j'arrive. Sur le pont entre nous et ceux de là-bas, tu vois. Vous allez voir où j'arrive. Et donc, il n'y a rien à prendre, il n'y a aucune accroche. Il n'y a rien à prendre sur nous. Parce que ce n'est pas sur nous, c'est dans nous. C'est dans nous. Ils amènent ça là-bas. Et puis en plus, il y a ce truc basé sur le pouvoir social, spirituel de la femme. Là. Les gars, ils n'ont pas ça. Nous, on a ça. Donc les gars qu'ils ont pris là-bas, là, en les humiliant de la manière la plus incroyable possible, en les réduisant à leur plus simple expression de muscles faits pour couper Les gars, ils étaient en esclavage, mais ce n'étaient pas des esclaves. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Parce que tant qu'un homme peut penser, chanter, danser, il n'est pas esclave. Ils ont recréé leur culture. Ils ont recréé la langue. Quand ils ont ramené, en plus ils ont ramené l'ego là. L'ego c'est le cloud en Afrique. C'est le cloud. Donc tu vois, parce qu'on les prend, ouais, on envoie les noirs, bon, il faut qu'on envoie des femelles pour qu'ils se reproduisent, etc. Machin. C'était elle le cloud. Quand ils sont arrivés là-bas, ils ont téléchargé le logiciel. Tu reviens 400 ans plus tard. Et le logiciel, c'est quoi? C'est ce logiciel immatériel où la beauté du geste est le centre de notre civilisation. Tu vois, l'esthétique politique, politico-religieuse, l'esthétique. C'est ça le sens de la poésie de la négritude. C'est ça le sens du discours. Ils disent pas panafricanisme parce que c'est beau. Parce qu'on ressent profondément qu'on a un truc qui nous colle. Donc les mecs qui vont là-bas, qu'est-ce qu'ils font? Ils téléchargent le logiciel. Non, tu peux pas prendre. Tu vois, ils ont fait Jim Crow, ils ont fait tout. Mais quelle est la culture mondiale aujourd'hui? C'est quoi la culture mondiale? C'est la culture, c'est ça là? C'est la culture afro. C'est ça là. Tu vois, donc c'est ça notre apport au monde. C'est ça notre esthétique, c'est ça qui nous lie. C'est comme ça qu'on peut construire notre panafricanisme. Tu vois? Parce que quand il y a les funérailles à Boisseau, les gens du Ghana viennent. Oui. Tu vois? Que quand on fait le dolo à Mbengue, les Sunifos du Mali, là, ils sont... On fait comme si on ne voit pas ça. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Bon, c'est pour ça que j'ai arrêté les trucs des réseaux sociaux sur le truc. Le truc est beaucoup plus fondamental que ça. Tu vois? La culture mondiale est négro-africaine. Jazz, blues, rock, hard rock, tout ce que tu veux. Rap. Sport. Mais sport, ça fait partie de la culture, vous oubliez ça. Le sport, ça fait partie de la culture. Tu prends le gars, tu lui dis non, vous battez là. Si tu as tapé le gars qui te trompe, tu as gagné. Le gars danse avant de le taper. Au nom de la beauté du geste. Vous rigolez ou quoi? C'est ça l'identité? C'est ça là l'identité, c'est ça là qu'on dit. Tu dis au gars là, mets le ballon dans le cercle. Quand tu mets ça dedans, là, tu as 2 points. Le gars vient comme ça, il change de main, il met ça là. Parce que c'est beau. C'est comme la façon dont les Guinéens jouent au foot avec un peu de... Parce que c'est beau. Tu vois, eux, ils sont mélangés jusqu'à ils ont gardé le truc. Et on a ça, nous tous. Quand tu parles là, au village, les gars qui parlent bizarrement disent, ah, lui là, il parle pas. Gonzalo, il faut parler. Parce qu'ils savent que je vais mettre les trucs. Et puis, je dis exactement la même chose que l'autre a dit. Mais on dit, ah, c'est pour toi là qui est doux. Tu vois? On a gardé cette essence-là. Et notre panafricanité, là, du coup, elle est mondiale, en fait. Tu vois, c'est pas le petit truc, machin. Le franc CFA, c'est phénoménologique. Au moment où on descend, ce truc-là va finir. Si c'est fini, là, on remplace par quoi? Donc, on va remplacer le franc CFA par une autre sorte de monnaie, mais qui est notre monnaie à nous. Gna, 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 non? Moi, ma monnaie que je cherche, là, c'est pas l'argent. Justement, c'est l'esthétique là que je veux rendre aux gens. La beauté du geste. C'est ça qui va nous unir. C'est ça qui fait que quand je vais à Kinshasa, tu vois, tu dis, ah, ça c'est mes parents. Tu vas à Surulere, tu fais, ouf, oh là là, ça c'est mes parents.
Tu vas à Cotonou, tu dis, ah, mais c'est mes parents. Tu vas même au Sahel là-bas, tu dis, ah, ça, c'est mon cousin, lui, là. Tu vois? Et c'est ça qu'on est, et c'est ça que peu de gens disent. Tu vois? C'est ça que peu de gens disent. C'est concret. C'est pas un truc, c'est pas une idée politique vague, ce que je vous dis là. C'est quelque chose de concret. Ce qui fait qu'en 5 minutes, tu es bien au Burkina Faso. 5 minutes, ça va te prendre. Tu es là-bas, tu es bien. Tu comprends. Voilà. La Côte d'Ivoire a été bâtie par les Moussis. Si c'est pas du... Même si c'est dans le truc de l'exploitation. Mais c'est comme ça que... C'est dans un système... Voilà, mais c'est comme ça on va arriver au capitalisme. Attends, tu vas voir. Mais ils étaient là aussi. Tu vois? Ils font partie du truc. Le fameux miracle ivoirien. Le miracle ivoirien. Tu vois? Et c'est culturel, c'est fondamental en nous. Fondamental. Tu vois? Donc, ouais, le CFA, oui. C'est ça là. On décrit, on n'a pas besoin d'écrire quoi. Le truc là, les gars nous arnaquent. Tu vois? Mais c'est pas une monnaie qui va nous unir. C'est pas une monnaie qui va nous unir. Et moi, je vais plus loin. Parce que bon, moi je peux me permettre peut-être. Mais je crois qu'on l'est. Il faut qu'on le pose quoi. Il faut qu'on pose notre système culturel. D'abord. Parce que tout le reste est une conséquence de la culture. On arrive à une partie où on va davantage parler de féminisme, de comment est-ce que tu le conçois et de comment est-ce que tu trouves l'évolution du féminisme aujourd'hui. Bon, c'est un sujet, pour moi, je vais vous dire un truc. Hein. Le féminisme, c'est la mère des luttes sociales. C'est vraiment la quintessence, la base même sur laquelle il faut passer. Okay. Je vais vous dire pourquoi. Regarde là, le monde dans lequel on est depuis, le monde occidentalisé, ou bien même tribal des fois, pas tous. Il y a quelque chose de profondément naturel dans la minimisation de la femme. C'est-à-dire qu'une fille, quand elle naît là, avant même qu'elle naisse, là, quand on dit c'est garçon ou bien c'est fille. Quand on dit c'est garçon, tu vois. Quand on dit c'est fille, mon fils va la marier. Hein. C'est comme ça qu'on parle. Donc une femme ou une fille, tu vois, elle naît déjà en sachant qu'il y a quelque chose qu'elle doit surmonter, qui est de l'ordre du regard de la société sur elle. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Et regardez dans les grands mouvements de lutte, qui est devant toujours? Même quand on retient les hommes, hein, c'est toujours l'ego. Ce sont les plus radicales. Et ça n'a pas de couleur. Hein. Tu en parlais déjà dans le Les Portes. Ouais. Sur, ouais. Il y a des luttes emblématiques. 1871, la Commune, c'est les Go qui sont devant. Quand on envoie les gens en esclavage, là, qui sonnent la rébellion violente, c'est les Go. Après, on retient les hommes, par exemple à Haïti, comme ça, on retient les hommes, genre le truc. Ouais, tu vois, le truc du bois caïman, machin, tout ça, dans Boukman Douti. Boukman Douti, là, c'est une go qui souffle à son oreille. Celle qui ramène la mystique, la force de truc. Et elle tend la situation comme string. Tu bouges net, ça pète. Tu vois, parce qu'elles savent. C'est ça qu'il faut que vous appreniez, les amis. C'est parce qu'elles savent. Moi, j'ai une fille. Moi-même, tu sais, j'ai lu les trucs féministes là. Même moi-même, malgré ça, des fois à la maison. Dès que j'ai un petit truc comme ça, la fille fait ça. Tu as vu? Tu te rends compte? Et donc, tu te surprends à avoir des réflexes. Bah oui. Parce que t'es conditionné un peu pour. Et pourtant, moi je lutte hein, en permanence. Je me pose la question en permanence. Toutes les grandes figures là, tu sais, les Rosa Parks là. Bon, avant elle, il y avait d'autres. Tu vois, tous les grands mouvements. Je parle même pas de l'ANC.
L'ANC, c'est un mouvement de go. Aujourd'hui, là, tout le monde fait le malin. Mandela, Tambo. Ils étaient tous en prison. Soit en prison, soit en exil. Qui était sur le terrain? C'était les go. Soweto 76, c'est les go. Ils disent, nos enfants, ils vont partir dans des bonnes écoles. Votre sous-éducation, on n'en veut pas. C'est les go. Tiens, on retient le journaliste là. Comment il s'appelle C'est pas l'époque de Steve Biko, ça? Steve Biko là. Tu vois, on retient Steve Biko. Mais les mamans de Soweto qui ont lancé le truc là, qui ont dit aux enfants, ah, les enfants, gâtez le coin. Voilà. C'est la personne ne parle d'elle. Winnie. Queen Winnie. Queen Winnie. Là, les gars, il faut être sérieux. Il faut être sérieux. Mandela. Ah, j'ai failli dire un gros mot. C'est Winnie qui fait l'ANC. Elle tend la situation. Quand il y a funérailles c'est elle qui tient Soweto. La situation est tellement tendue. Et quand c'est comme ça, là, quand ça pète, quand ça devient dur, là, les garçons se mettent ensemble pour discuter. Pour prendre le truc. On dit, ah, c'est du genre, allez calmer vos go là. C'est imagé, hein, c'est imagé, mais c'est ça. Tu vois, Mandela, c'est quand il est à l'hôpital pour son cancer, son opération de la prostate ou un truc comme ça. C'est là-bas que les négociations commencent. Les garçons blancs décident de parler aux garçons noirs. Passer dehors, c'est gâté. Les tantilles là elles sont ingérables. Elles sont ingérables. Tu vois le truc? Elles sont hystériques. Donc ça, c'est le mot consacré pour... Elles sont hystériques. Hystérique, ça vient d'utérus. Mais en fait, pourquoi est-ce que pour toi, je veux dire, je comprends bien l'aspect de la femme, mais pourquoi est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, est-ce que le féminisme pour toi porte véritablement ce combat-là? Ou alors c'est aussi quelque chose qui a été mais non, avec le temps. Mais bien sûr que ça. Mais non, ça n'a pas été. C'est pas détourné. Chaque fois que quelqu'un demande un droit, on peut pas dire que c'est édulcoré. Tu vois, des fois, il y a des arguments. Elles sont indépassables dans leurs arguments. Parce que c'est concret, quoi. C'est concret, là, il y a une différence. Encore aujourd'hui, même les salaires à niveau égal. Tu vois? Je dis pas que on peut imaginer une société où on hiérarchise tout de suite, mais moi, c'est pas la société dont je rêve. Tu vois? Et pour revenir sur Mandela, écoutez les amis, Mandela, quand il est sorti là, il n'est pas sorti directement de prison. Hein. Parce que bon, il a galéré, hein, le vieux. Là, vraiment, le vieux, il a galéré. Hein. Ça, c'est sûr, il a fait un truc. Mais moi, je m'attache à la symbolique, au symbole. Quand il sort de prison, regardez, allez sur YouTube. Derrière, là, c'est pas une prison. C'est une villa. Il y a piscine là-bas, tout ça. Les Zoumas, là, ils jouent. Ils sont en train de nager dans la piscine là-bas. C'est la vérité, hein. C'est historique. Et les images sont redoutablement puissantes. Mais vous ne les avez pas vues. Enfin, vous les avez vues, mais vous ne les mettez pas. C'est Winnie qui attrape la main de Mandela. Regardez. C'est Winnie qui attrape la main. Parce que Mandela, les gars l'ont retourné déjà. On lui envoie les photos du petit gars de Winnie. Mais il croit quoi? Le vieux, là, croit quoi? La petite avait 24 ans quand elle est partie en prison. Elle a tenu la baraque. Comme on dit, ça mange pas tout le ça mange pas sauce graine. Mais il croit quoi? Et tu vois, à un moment donné, on les ramène. C'est-à-dire quand ça chauffe là, on les ramène toujours à leur état de femme. Oui, non. Un garçon peut tromper sa go, hein, mais ça va jamais avoir d'incidence sur la lutte. Mais si la personne qui lutte là, c'est une go et puis elle trompe son gars, ouh, c'est gâté. Tu vois? Si Simone avait eu un amant. Mais c'est plus... On va arriver là-bas, si elle a fait de Simone là. C'est vraiment les choses... Mais il faut qu'on y arrive parce que... Ouais, on va arriver là-bas. C'est notre Mandela à nous. Hein. Non. Le père Laurent.
le père Laurent, c'est pas un Mandela. Hein. Il a gardé la constance de sa position. Et vous connaissez sa position, c'est quoi? La démocratie. Vous pouvez critiquer tout ce que vous voulez hein, de lui. Tout ce que vous voulez sur le père Laurent. Vous pouvez tout critiquer. Mais lui, son idée est claire depuis le début. Pour que ça marche, il faut qu'il y ait de la démocratie. Démocratie, c'est-à-dire tout. À partir de ce moment, tout devient conséquence. C'est tout. Il n'a pas changé de position. Toi, tu trouves qu'il était cohérent et constant sur toute sa période? Il est jusqu'à aujourd'hui. Parce que comme lui-même il dit, un homme quand il marche, il laisse des traces. Regardez les traces, elles sont là. Arrêtez les telenovelas là. Le discours politique, c'est ça qui compte. Les gens sont dans la communication. Nous on est dans l'idéologie. Dans l'idéologie, il y a idéal. Je veux qu'on parle de cet idéal-là, justement, parce que aujourd'hui, on a un PPACI qui est le parti important, en tout cas de gauche en Côte d'Ivoire. Et dans certaines de ses positions, comme tu dis, dans son discours politique même, on a l'impression qu'on a fait à une gauche très molle. On ne peut pas dire un centre gauche. Ah, tiens, c'est ça le problème. Moi, vraiment, c'est sur cette partie de cette ligne idéologique là. Non, mais c'est même pas où j'ai du mal avec les partis, généralement en Côte d'Ivoire, mais ceux de gauche, parce que c'est là-bas que mon sentiment va généralement. Ah, mais moi, ils sont pas. De toute façon, qu'est-ce qu'il y a des gens à gauche même là? Parce que le combat de la démocratie, d'accord, il a obtenu, entre autres, le multipartisme dans les années 90, comme tu dis. Vous croyez que la guerre. Puis, 2002, là, vous croyez que quoi? C'est une guerre de démocratie? Oui, je suis d'accord. Puis il y a eu la résistance, puis il y a eu 2011, etc. Mais au-delà de cet aspect qu'on pourrait qualifier en réalité d'une lutte de gauche, il y a beaucoup d'autres points où je trouve que notre gauche, en tout cas, manque à ses devoirs. Bon, en tout cas, déjà, ils sont un peu plus... Parce qu'on ne va pas se contenter non plus. Ils sont largement à gauche par rapport à ceux qui sont sur le terrain. Ouais, quand je dis largement, là, mais ces gens, c'est largement... En Côte d'Ivoire, c'est quoi la pensée aujourd'hui? Bon. L'argent. Ouais. L'argent et le pouvoir. On est dans un système capitaliste culturel, économique, pur et dur, mais sans les vrais trucs du capitalisme. Sans l'argent. tu vois ce que je veux dire? Sans le blé, c'est des capitales. C'est une espèce... C'est ce qu'on appelle les pouvoirs néo-patrimoniaux, de toute façon. Tu vois, c'est les ministres qui sont blindés, ou bien leurs amis, enfin. Quand tu es super riche, souvent, je dis pas tout le temps, souvent, tu vois, c'est sur des marchés publics, des machins comme ça. C'est pas un vrai capitalisme non plus. Tu vois. C'est un peu l'héritage de Foué-Boigny, ça. Ah, le vieux là. Le vieux était communiste, hein. Mais ça. À la base. Quelle base, ça? D'ailleurs, moi, je vais plus loin, là. Je vais plus loin. En disant que je pense que nos sociétés sont naturellement des sociétés de nature communiste. Regardez tous les premiers mouvements d'indépendance. Tous les premiers mouvements d'indépendance, des libérations sont d'obédience marxiste. Oui. Tous. Quand je dis tous là, tous sans exception. Ça, ils sont accommodés de la situation. Non, ils ne se sont pas accommodés. Ils ont pris le truc qui leur semblait le plus naturel possible. Eux, ils sont nés dans une autre civilisation, les amis. N'oubliez jamais, là. Quand tu es né en 1905, là, tu n'es né pas dans la même société qu'en 1971 ou en 1980, encore moins en 2000. Tu nais dans une autre civilisation. Et c'est ce truc-là, c'est ça qui te structure. Et donc, quand tu sors de ça, que tu commences, tu as fait des études et tout ça, et que tu commences, tu te dis, ah, le truc qui ressemble le plus à qui tu es là, c'est ça. C'est ça. Ils ont tous laissé ça en route. C'est pour moi, c'est la guerre. Ils ont laissé ça très tôt quand même. Oui. Pas si tôt. Non, tu rigoles ou quoi? Et est-ce que, moi, je pense que quand on essaie d'avoir un peu de recul sur la question, est-ce qu'il n'y avait pas un peu d'opportunisme dans le fait de se dire, c'est le cheval sur lequel je peux miser pour espérer avoir l'indépendance que je recherche. Parce que... Alors,
Quand on regarde, c'est pas fondamentalement idéologique ou conceptuel, parce que pour moi, si ça l'était, après l'accession, il y a l'indépendance où on peut supposer que tu as quand même les mains libres, entre guillemets, tu aurais pu aller vers quelque chose de plus communiste. Vous voyez pourquoi j'ai dit que le truc qui est le plus important, c'est la culture et l'esthétique que tu as de ta société, toi. Ton culturo-esthético-politique. Vous voyez pourquoi c'est ça le plus important. Je vais vous dire ça. Parce que tu parles d'indépendance. 1960. Il y a Sékou Touré qui dit non à De Gaulle. Déjà, après il est devenu ce qu'il est devenu. Hein. Déjà, il plante un truc redoutable. Mais en 60 là, mais qu'est-ce qu'ils font tous, y compris les Sékou là? Ils reproduisent la culture politico-étatique du colonisateur. Tous. C'est-à-dire que on considère qu'on est une nation quand on a un drapeau, une hymne nationale. Tu vois. En référence à la Marseillaise. Voilà, le drapeau à 3 bandes. Tu vois, c'est-à-dire que personne ne s'est assis pour dire bon. Elle dit, je fais dire ça à Fété dans Cocoyans. Oui, dans Cocoyans. Dans Cocoyans. Quand tu dis que tu es indépendant, tu dois d'abord définir ta dépendance. De quoi dépendais-tu clairement quand tu dis que tu es indépendant? Personne n'a posé la question en 1960. De quoi dépendions-nous des Blancs? Une fois que tu as identifié ça, tu sais comment l'expurger. Et tu sais ce de quoi tu ne dépendais pas, notamment l'imaginaire culturel, l'imaginaire esthétique. Jamais ils nous ont arraché ça. Mais jamais on a mis ça dans nos sociétés. Pourquoi l'hymne national n'est pas une diva, ou bien une cantatrice mandingue, ou bien chose zérée de papara? Pourquoi? Ou bien, pourquoi pas? 1960, personne. Donc en plus ils nous ont remis les trucs, les marches militaires napoléoniennes là. C'est des marches militaires. C'est pas dans notre truc, c'est pas dans notre esthétique politico-culturelle. On a pris ça. Regardez les photos de Houphouët-Boigny et comparez-les à celles de De Gaulle quand il devient président. Exactement la même chose. Où les gars se sont assis au palais. J'ai dit que 2 mois avant, c'était les Blancs qui étaient dans le bureau. 2 mois après, ils sont dans le bureau. Personne ne pose la question. Qu'est-ce qu'on fout là? Qu'est-ce qu'on fout là? Un truc à, je sais pas moi, à Djoula-Kébougou, en 1960. Imagine, tu es à Djoula-Kébougou. Et puis on dit que tu es indépendant. Qu'est-ce que ça représente pour toi? C'est les gens qui sont venus de la ville là, qui disent c'est indépendant. Ah! La première des choses qu'ils ont fait, c'est danser. C'est la première des choses qu'ils ont fait, c'est danser. Et devenir calife à la place du calife. C'est ce que prédisait Fanon dans, dans ses écrits sur la reproduction en fait des bourgeoisies au niveau national. C'est ça. Et est-ce que tu as l'impression que dans le sens de l'histoire, on en est sorti un moment? Ou est-ce que tu vois des forces en fait de rupture avec ce système-là? Ah non, mais non, on est dedans. On est dedans. Parce qu'aujourd'hui, on a de nouvelles forces. Ah, ils se sont reproduits. Notamment quelle nouvelle force? dans le parti historique PDCI, avec un nouveau leader. Toi, tu veux parler de Thiam? Oui. Tu es sérieux? Qui vient avec un je te set up. Qui vient avec un discours de rupture avec en tout cas, le pouvoir qu'on a en ce moment, où il met l'accent sur l'éducation et la santé. L'éducation et la santé, mais aussi sur la gouvernance, les pratiques. Ouais, comme tu parlais de néo-patrimonialisme, etc. Ouais. Où il semble vouloir opérer une rupture. Est-ce que déjà tu y crois? Et deux, c'est ma question sur l'oufouettisme. Comment est-ce que toi tu définis ce système de pensée là, ou ce système politique? Est-ce que tu y vois une cohérence à travers les différentes façons dont il s'est exprimé, ou bien pour toi c'est juste un slogan qui est asséné pour séduire? Alors, le père Laurent, il a écrit. Donc, on ne va pas lui dire, tu vois, si tu veux savoir ce qu'il pense là, tu prends des bouquins. Mais ça, je suis d'accord. Tu les lis. Nana Gay, il a écrit quoi? Donc, comment tu peux définir l'oufouettisme? Il disait quoi? Jésus n'a jamais écrit. Ouais, non, mais oublie ça. Je veux même pas.
Non, mais je te sens la réponse. Ce discours est trop lunaire. Le congrès du parti en 87 là, ou 86, là, lunaire, le discours est lunaire. C'est là que tu vois que le vieux était déconnecté de la réalité. Pour moi, j'ai une théorie fumeuse. J'ai une théorie fumeuse sur les vieux là. Les vieux là. Ils sont deux catégories complètement différentes. Ceux qui sont devenus des politiques, ceux qui sont devenus des artistes. Regardez les trajectoires. Ceux qui sont devenus des artistes, ceux qui ont écrit des bouquins, qui ont fait du théâtre, qui ont fait de la peinture, de la sculpture, de l'art plastique, ceux-là, ils sont devenus des icônes quasi mondiales. Soyinka, Dadi, Christian Latier. Vous connaissez Christian Latier, sculpteur. On l'a vu il y a une semaine là, à l'exposition, je ne sais pas si tu as vu Paris Noir. Attends, mais on va venir sur Paris Noir là tout à l'heure. et donc tu vois, tous sont devenus des icônes mondiales. Et les autres sont devenus des trucs étranges. Ceux qui ont pris le pouvoir, là, ils sont devenus des machins étranges. Tu vois, l'histoire a fini par les rattraper. Donc voilà ma théorie. Et elle vient encore de l'africanité. Tu vois, au village, eux ils sont nés au village, les amis. N'oubliez jamais ça. Hein. Je vous dis toujours, eux ils sont nés dans une autre civilisation. Donc, une civilisation de dingue en plus. C'est-à-dire une civilisation où il n'y a pas beaucoup de différences intellectuelles entre le gars le plus instruit du village et puis le débile du village. Parce que la culture est cohérente. Tu vas dans le bois sacré là, il n'y a pas de notes. Tu n'as pas besoin d'avoir 15 sur 20 pour partir dans le bois sacré. Tout le monde va dans le bois sacré. Tu vois? Et on est tout le temps dans l'idée immatérielle du monde, la conceptualisation. Je dis, les gars, ils enchaînent concept sur concept. Ce sont ces gens-là qu'on met à l'école. Et bizarrement, quand on les met à l'école, ils cartonnent, les blancs s'en foutent. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi ils étaient si excellents? Qui a déjà posé cette question? C'est quand même, ils étaient très peu à partir à l'école, mais ils étaient tous redoutables. C'est fou, hein? Regardez, eux-mêmes ils disent ça. Tu vois, regardez les documents, les notes, regardez les écoles qu'ils ont fait. Tu vois? Les gars, ils avaient... Donc, tu nais à 5 ans dans cette culture-là, à 20 ans, tu es un normal supplici. Est-ce que tu vois le truc? À 20 ans, tu es un normal supplici. À 21 ans, tu as un destin national. National! Même un instituteur, il a un destin national. Il y a la Mathieu Écran là. C'est des petits instituteurs. Ils ont un destin national. Quand vous voyez les grands noms là, regardez les études qu'ils ont fait. Et chaque fois, ils sont excellents. Même quand ils vont pas loin, ils sont excellentissimes dans les études qu'ils ont fait. Et pour moi, c'est lié à la civilisation dans laquelle ils sont nés. Quel bon papier on apprend aujourd'hui et puis les résultats sont si mauvais. C'est parce qu'on a perdu cette base culturelle. C'est avec ça que moi je suis pas d'accord. Ouais, avant c'était mieux là. Non, je dis pas que c'était mieux. Hein. J'ai dit on a perdu on a changé. J'ai jamais dit moi, jamais je dis qu'avant c'était mieux. On a perdu une base culturelle. C'est ça qu'on a perdu. On est dans une autre société. On est rentré dans l'autre civilisation là. On sait même pas si elle est occidentale. Elle est un peu protéiforme façon là. Donc tu vois, on vit des moments assez durs. Je pense que ça. Donc je finis. Et donc ces gars-là, ils ont eu. Moi, ma théorie, c'est qu'ils ont eu trop de responsabilités, trop tôt, et pas assez préparés pour les avoir. C'est ça ma théorie. Sinon, on les a bassés. Et je pense pas qu'on puisse basser tout le monde comme ça d'un coup. Tu vois, regarde, il y a des fois, il y a des parents qui peuvent te citer. Socrate dans le texte le matin à 7h. Et puis à midi, il frappe ta maman comme un vulgaire mécanicien. Je ne parle pas de mes parents en particulier, hein, je parle des parents en général. Tu vois, le mec, il est dans une Peugeot 600, machin. Et puis il a 14 marabouts dans le village. Les marabouts de Foubangue. Tu vois, le truc, il y a quelque chose qui n'allait pas. Tu vois. Et donc, je crois qu'ils ont pété les plombs pour ça. C'est vraiment un truc, on doit les faire coucher sur un divan et les psychanalyser. Tu vois. Et nous sommes le produit de cette psychose-là.
C'était des maniaco-dépressifs. Houphouët-Boigny, il a mis tous ses amis en prison du jour au lendemain. Sékou Touré, les gens avec lesquels il les a... Tu vois, ils ont tous fait pareil. C'est pas... et ça n'interroge personne. Les gars étaient en décompensation psychotique. C'est-à-dire qu'ils étaient complètement... Il y avait une différence entre ce qui se passait dans leur tête et la réalité qu'ils voyaient. T'arrives au village, t'as un petit infirmier là-bas, t'arrives au village, tout le village est à tes pieds au nom de la culture, du nouveau pouvoir de la culture blanche. Tout le village est à tes pieds. Tu peux pas être bien dans ta tête. Tu vois, moi je crois qu'il y a une grande psychanalyse qu'on a ratée. Et c'est pour ça que Fanon il est bon. Parce que lui c'est un psychiatre. Tu vois, lui il a compris ça vite. Je vais vous faire une confidence. C'est Harry Belafonte qui m'a confié que Sékou Touré était malade. Lui, il m'a dit, Harry Belafonte, un soir dans un hôtel parisien ici, il était vieux. Ah, le vieux, vraiment, tu vois, voilà les gens qui ont fait des trucs. C'est lui qui a dit non. Il appelle Ahmed, c'était son gars. C'était son gars. Il dit non. He was sick. Il a dit ça. Il a utilisé le terme sick. Il l'avait presque convaincu de venir se faire soigner aux États-Unis. Il dit qu'il avait presque convaincu. Ouais, après le reste, je sais pas. Tu vois? Donc, on vit dans des nations avec des bancs de psychanalyse vides. Les tontons, les tantis, nous tous, on doit se coucher un peu.